Bon, aujourd'hui, on parle du Leica M4P, la caméra que William a essayé pendant 4-5 semaines. Il l'a essayé avec une lentille sous-micron, un objectif sous-micron, focale 35 mm, donc un léger grand angle. C'est une drôle de version de sous-micron, on vous l'expliquera plus tard. Donc, avant d'aller plus loin dans l'explication de la caméra, parlons donc du contexte un petit peu. C'était quoi tes attentes et puis, ou bien tes mythes et légendes autour du Leica pour qu'on comprenne dans quelle direction tu es allé et pourquoi? Oui, bien, c'est sûr que quand tu n'as jamais utilisé le Leica, souvent tu vas tomber sur des articles, des vidéos sur Internet, le monde en parle beaucoup, puis j'ai l'impression qu'il lui prête beaucoup de vertus qui sont... Oui, c'est des vraies vertus, mais il y a peut-être un mythe autour de ça qui se crée. Puis moi, la première chose que j'ai remarqué, ma première désillusion un peu, c'est que c'est supposé être la caméra de l'instant décisif, de la rapidité, la furtivité, puis donc quelque chose de facile et rapide d'utilisation. Mais reste que c'est une caméra 35 à pellicule. Évidemment qu'il n'y a pas de pose-main dessus, pas d'autofocus, rien. Fait qu'à chaque fois que tu veux prendre une photo, il faut que tu fasses une lecture de la lumière, il faut que tu focuses, il faut que tu recomposes. À moins que tu aies anticipé toutes ces choses-là. À moins, c'est ça. C'est sûr que moi, j'ai utilisé la caméra dans un contexte qui était, j'imagine, vraiment pas optimal, là, puis qui m'a donné bien du trouble. C'est que souvent, la nuit ou tard le soir ou à l'intérieur, ce qui fait en sorte que je peux pas juste me promener sur la rue de 10h à 2h, puis avoir déjà mon ouverture, puis me mettre en hyperfocale, puis shooter comme ça plus facilement. Fait que je me suis donné du trouble en me mettant dans des situations qui demandaient là, de faire une analyse de la lumière un peu plus poussée à chaque fois. Est-ce que ça a fonctionné? Ben, ça a fonctionné dans le sens que les fois que je l'ai fait, ben, ça m'a donné des photos bien exposées, bien focusées, des photos techniquement bien faites. Sauf qu'en fait, tu finis par souvent perdre l'instant que tu voulais photographier. Fait que, ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte de ça, c'est que je me suis mis à pré-mesurer les endroits où je savais que j'allais je savais que j'allais sûrement prendre des photos. Donc, comme tu disais, cartographier la lumière dans un party, mettons, ou peu importe. Dans les faits, c'est plus cartographier la vitesse d'obturation. Oui. Parce que si j'ai bien compris, tu étais toujours à pleine ouverture. Oui. Tu avais un film qui était toujours poussé. Dans le fond, il fallait juste que tu saches, dans le coin du salon, c'est un quart de seconde, un quart de seconde. Dans ce coin-là, c'est un 60. Proche de la lampe, c'est un 125. Des choses comme ça. C'est ça. Et là, tu changeais de vitesse au besoin. Est-ce que c'est comme ça que tu as travaillé? C'est exactement ça, sauf que, évidemment, en théorie, ça marche, puis ça marche en pratique si la personne ou l'action que tu as photographiée se place vraiment là où tu as fait la mesure l'heure d'avant, parce que ça m'est arrivé, bon, là, je me disais dans ce coin-là de la pièce ou de la maison, je vais être à 1,30, puis je le prends à 1,30. Finalement, la personne n'était pas exactement, évidemment, où est-ce que j'avais mesuré. Là, je suis un cran et demi sous X. Puis ça pardonne pas sur du film poussé. C'est rare que dans les maisons, les gens éclairent au softbox. C'est plus des sources ponctuelles. Puis les sources ponctuelles, la loi de l'inverse du carré, hein, plus qu'on s'éloigne, la lumière elle tombe très, très rapidement. Plus qu'on s'approche, plus que c'est un cran, deux crans. Donc, facile de se tromper, mais tu étais en négatif. Tu n'as pas fait de la diapositive. Non, c'est ça. Fait que, des fois, ça peut être acheté. D'autres fois, non. J'ai eu d'autres petits problèmes de film. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. J'ai pas eu de problème à proprement dit avec le système de focus, qui est un système de rangefinder. Explique donc ça pour ceux qui ne connaissent pas les télémètres. En fait, dans le viseur ici, on voit l'image qu'on va photographier. Au centre de l'image, il y a une petite patch avec la même image, mais qui est comme un peu décalée. Puis tu joues avec la bague de focus ici, puis ça va aligner les deux images. Puis une fois que les deux images sont alignées, cette partie de l'image-là est au focus. Ça ne te dit pas ta profondeur de champ. Ça te dit où tu es parfaitement net. C'est ça. Est-ce qu'il y en a avant et après? Il faut que tu connaisses un peu tes étapes. Dans ton cas, tu étais avec une 35 mm 35. f2. Ça donnait quoi à peu près comme profondeur de champ? À 6 pieds, tu as à peu près 5 cm. Donc, à 6 pieds, tu as ça d'épais de profondeur de champ. C'est sûr que c'est arrivé bien des fois que l'action se passait bien vite, puis j'ai eu des photos floues. Puis, mais là, j'ai l'impression qu'on a commencé la capsule assez négativement. Là. Tu m'as tout de suite demandé d'expliquer mes désillusions puis mes peines. Mais c'est aussi une caméra qui
qui est à la hauteur des attentes en termes de facilité d'utilisation, de rapidité, de qualité des optiques, de qualité juste de construction du boîtier. Ça, c'est vrai que c'est phénoménal, mais moi, j'ai eu le fardeau de toutes mes contraintes, tous mes problèmes. On va écouter le son de la caméra. Il faudra peut-être la comparer avec une autre caméra, mais ça reste une caméra dans le monde des 35 mm, peu bruyante pour les objets, pour les caméras à rideau. Si on avait une caméra à obturateur central, comme un réflexe biobjectif, oui, ça pourrait être plus silencieux ou un petit point and shoot, mais étant donné qu'il n'y a pas de miroir qui fait flac, 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 et que la caméra est très massive, que le boîtier est bien insonorisé parce qu'elle est massive, justement, on a un appareil pas trop bruyant. Donc, parle-nous donc aussi des problèmes de perception de mise au point. Tu as réfléchi un petit peu sur, est-ce que c'est si important que ça d'avoir des photos nettes ou pas avoir des photos nettes? En fait, on parlait l'autre jour du PPR, du Profile Picture Ratio. OK. Donc, qui sert à déterminer la qualité de tes photos à partir de combien de tes photos finissent par être des photos de profil sur Facebook. OK, ça, c'est le critère. Exactement. Puis je me suis rendu compte que, en fait, malgré les photos floues ou X problèmes que moi je pouvais leur trouver qui m'énervaient, le PPR est maintenu. Par rapport aux photos nettes. Par rapport à des photos nettes, ouais. Ou à des photos numériques. C'est ça. Donc, les gens s'en foutent de savoir si leurs photos sont au foyer. Qu'est-ce que disait Henri CB par rapport à... Henri Cartier-Bresson disait même que la netteté est un concept de bourgeois. Est-ce que tu es bourgeois? Oui, très bourgeois. Est-ce que tu es à la recherche de la netteté? Non, mais c'est sûr que, bon, quand tu fais les photos, tu essaies de les faire le mieux possible. Mais Henri Cartier-Bresson a dit bien des affaires aussi. Il a dit que la photographie n'était pas un métier de gens très polis, puis que pour faire de la photo en Chine, il fallait être curieux comme les Chinois. OK. Ah, c'est intéressant, toutes ces choses-là. Donc, on a des optiques là, incroyables qui coûtent cher. Et même si c'est flou, c'est un flou noble. C'est comme le lin qui froisse de façon noble. On n'a pas besoin de le repasser. Exact. Donc, tu me dis que tu as obtenu des photos qui ont été appréciées par les gens. On va regarder un petit peu, on va regarder ce qui s'est passé. Et puis, on va essayer de voir un peu à quoi ça ressemblait. Alors, je les regarde tranquillement, ou je passe par-dessus. Donc, une photo à l'extérieur qui ne correspond pas à ce que tu nous as raconté. Ça, c'est pas une photo de Leica. Dans le sens, c'est fait au Leica, mais en termes de composition, d'architecture, ça aurait pu être fait avec n'importe quoi. Ça ne va pas chercher vraiment les volets de l'appareil. Bon, ici, on commence à rentrer dans un peu du moment décisif. Alors, ça, c'est fait à l'intérieur. Tu as joué avec les couleurs? Oui, ben c'est parce que souvent j'avais du film couleur balancé pour la lumière du jour. Je shoot à l'intérieur avec la lumière souvent tungstène, incandescente. Ça donne des photos avec une teinte orangée dedans. Puis après ça, c'est toute ça m'a pratiqué en fait la technique de balancement des couleurs que je pense pas avoir maîtrisé encore, mais Reflet dans le reflet. Il y a un grand photographe québécois qui a fait sa carrière à... Reflet dans le reflet? Ben, 2 reflets ici. Non. C'est le même? C'est un individu derrière une vitre? Ça, c'est 2 personnes différentes. D'accord. Alors, ben, lui, il est derrière la vitre ou c'est un reflet? Il n'y a pas de vitre, c'est un flare dans la lentille. Ah, c'est intense comme flare. OK. Ici, intérieur, c'est sympathique. Est-ce que tu as aimé le choix de 35 mm comme angle de prise de vue? Ou... Ben, ça va. Moi, ça m'est arrivé plus souvent de me dire, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus large, peut-être 28, que de me dire que j'aurais aimé avoir quelque chose de plus serré. Tu es habitué de travailler au zoom. Oui. Et tu as, je crois, une 17-50, 55? Oui, 50. Sur une caméra APS, donc ça fait 17 fois 1.6. Ça fait 28-80. Donc, peut-être que tu t'ennuyais un peu de ta 17 mm. Oui, bien, quand tu es à l'intérieur, puis il y a plein de gens qui se passent, puis tu veux l'avoir large, prendre tout le monde. Ou tu te recules. Oui, mais des fois, moi, je ne vis pas dans un palais. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Si j'avais qu'à posséder un seul objectif sur un Leica, ça serait une 28. Ça, tu nous parleras tout à l'heure de la balance de couleurs, puis comment est-ce que tu as trouvé ça intéressant. Mm-hmm. Ici, on a une photo typique. William Klein aurait pu faire ça, Bresson dans l'Amérique, son bouquin L'Amérique. Donc, on a une mise au point sélective, même avec un grand angulaire. Ça, c'est la conséquence d'avoir quand même un grand capteur, une grande surface de captation. Ça isole le sujet, c'est intéressant, la lumière. Ça, c'est un peu cocasse. Ça aussi. Un chien qui est toujours un incontournable dans le... Oui,
Ça, c'est les 4-5 premiers rouleaux de Leica. On les autorise, ça, là. Ça aussi. Les dépanneurs tout aussi incontournables dans mon mode de vie. D'accord. Ça, c'est intéressant. Mais ça ressemble plus à du Diane Arbu. Il aurait fallu cadrer carré. Et puis, peut-être, hein. Et on a hommage à Diane Arbu. Mais tu disais, parce que Bresson ne faisait pas ce genre d'image-là, ou à ce qu'on en connaît. Mais tu me disais que peut-être s'il avait vécu. Mais non, mais c'est parce que toi, tu me disais, ah, ça, c'est pas du Henri Cartier-Bresson, là, c'est pas cadré comme ça. Moi, je te disais, Bresson, il est pas là pour se défendre. Peut-être que s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui, sa démarche aurait évolué jusqu'à ça. Puis peut-être qu'il aurait vu cette photo-là que moi, j'aurais fait, puis il se serait dit, fuck, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, c'est du néo-Bresson. Je pense que c'est du néo-Bresson. La nuit. La nuit. Ah, les Ça, photos là, de j'aime ça. miroir. Moi, là, ça, c'est bizarre, hein, mais c'est ma préférée. Il y a toute eu une époque, dans les années 60, l'ONF, les États-Unis, de gens qui documentaient leur quotidien. Et là, toi, tu es hors foyer, mais en même temps, ça parle de toi. D'accord? C'est comme tu parles de ce que tu fais de la photo. Puis tu as ta copine derrière qui, elle, est en foyer. Ça a l'air d'être un petit moment capturé, naturel, c'est sympathique. C'est comme si tu étais admirateur d'elle, puis elle se laisse photographier par toi. Ceux qui ont lu Aventure du photographe d'Italo Calvino, il y a toute une relation comme ça dans le couple, photographie, dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les images qui, toi, te marquent, puis qui, moi, mes préférées, c'est tout le temps des affaires qui ont... Mais souvent, tu y vois autre chose. Puis, mais je l'aime bien, cette photo-là aussi, mais j'aurais pas pensé que c'est celle-là qui te C'est parce que tu es trop proche. Les photographes sont des mauvais éditeurs photo. I guess. Donc ça, c'est une photo qui a été faite lors de la capsule, je crois, du Nikonos. Alors, on a le fameux contraste très, très fort, et puis le gros grain. Ça, c'est un film poussé, hein, je crois. Ça, c'est du Tri-X à 1600 euros. Oui. Donc, parle-nous correction de couleur à Ouais, l'intérieur. bon, correct. En fait, j'ai fait plusieurs erreurs avec ça. Moi, mon plan, c'est de me dire, j'ai des films couleurs qui sont plus lents que mes films noir et blanc. Je vais les shooter à l'intérieur en les poussant. Donc, je vais les sous-exposer. Je vais les surdévelopper. Ça va me faire une balance pas pire. Puis, après ça, je vais corriger le problème de couleur. Dans Photoshop. Dans Photoshop ou Lightroom. Puis, en fait, le problème avec ça, c'est que, ce que je savais pas, c'est que quand tu sous-exposes du film couleur, la lumière n'a pas le temps de se rendre à l'émulsion qui rend le bleu, ou en tout cas pas mal moins. C'est peut-être pas une affaire de temps. C'est qu'il y a moins. Non, c'est ça, de c'est pas le lumière. temps, mais il n'y a pas la puissance pour se rendre là. Ça fait en sorte que non seulement ta photo aura une teinte orange parce qu'elle est sous une lumière incandescente, mais en plus, il va y avoir que du orange parce que le bleu n'a même pas le temps de se faire frapper par le peu de lumière bleue qu'il y a. Ce que j'ai fait finalement, c'est que je me suis mis un filtre 80C, qui est un filtre bleu, pour faire un rebalancement de couleur, mais qui est moins, mettons, puissant qu'un 80A. Fait que ça me ramenait les couleurs à un niveau qui était après ça beaucoup plus facile à gérer sur l'ordinateur. Sauf que ça m'enlevait seulement un cran au lieu de deux. Ça, c'était un bargain Il faut que que j'étais tu prêt à faire. priorises est-ce que c'est la couleur qui est importante pour moi ou bien geler le moment. Ouais, C'est un choix esthétique. des chiens Je n'ai encore. pas dit un choix technique, c'est un choix esthétique. Le grain, parle-nous de la texture du grain. Il y a une espèce de sablonné caractéristique, une espèce de noise argentique. Comment est-ce que tu le qualifierais, puis comment est-ce que tu sens ce noise-là par rapport à du noise numérique? Mais moi, j'ai l'impression, puis écoute, j'ai pas fait des réflexions étendues sur ça, mais j'ai l'impression que le grain analogique, le grain de la pellicule, est plus, mettons, uniforme dans sa définition que le grain numérique qui va être vraiment, qui va avoir plein de couleurs dedans si tu le mets pas en noir et blanc. La répartition Oui, c'est ça. est plus uniforme. Tu sais, dans Photoshop, on a ajout de bruit, puis on a Gaussien. Gaussien fait une répartition uniforme. Les caméras numériques, à part la plus majorité, ont tendance à avoir un bruit mécanique, donc des fois des rainures. Surtout quand on pousse au maximum, là, on le voit, il y a des bandes. Ça, c'est vraiment là. Ouais, Il faut se tenir loin de ça parce que ça ressemble à du tissu, puis ça n'a aucun référent romantique. Mais par exemple, Canon, longtemps, ont été considérés supérieurs parce que, justement, il y avait du bruit, mais le bruit étant régulier, il n'était pas psychologiquement divertissant. Donc, on trouvait que ça passait, puis ça ressemblait à de la pellicule. On disait pas ça, mais dans notre tête, ça allait bien. Et puis, on disait, hey, wow, plus beau fichier.
Je ne sais pas où tu as pris la notion de pousser film, puis là, quand tu m'as dit les chiffres, là, combien d'ISO tu as monté un 400 ISO, historiquement, là, un cran, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait pousser film, même avec des très bons révélateurs. Là, toi, tu t'es fait du 2 crans. Si je ne me trompe pas, tu as monté du 400 à 500. Même 3. Même 3 dans des révélateurs qui n'étaient pas optimisés pour pousser des films, puis peut-être avec des techniques d'agitation, puis tout ça qui n'était pas optimal. Donc, oui, tu cherchais le trouble un peu. Et c'est quand même surprenant, tout ce qu'on a pu aller chercher dans la pellicule, compte tenu du mauvais traitement qu'on lui a fait subir. Ça c'est pas poussé, par contre. Là. On le sent là, dans la gradation. Ouais. Puis dans le... Mais c'est un look aussi, le look film poussé. Hein? Le look qu'on a vu ici, ça ici. Oui. Ça fait très des années 70, des années 60. Et puis les hautes lumières cramées, le gros poivre et sel, la grosse texture, c'est très, très, très ombre et lumière. Ça peut sembler comme un défaut, mais ça peut sembler comme une qualité aussi. Mais c'est peut-être intéressant de partir d'un scan qui est plus clean puis de se rendre à ça si c'est ça que tu vas aller chercher. Mais quand tu as ça en partant, là, tu te coupes des possibilités. Puis si c'est pas ça que tu voulais, ben tu sais. Ça, c'est bon, ça. Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Ça fait les gars. Hey, qu'est-ce que tu proposes pour la prochaine capsule? Tu as ramassé un Argus C3 Oui. de Brick. On a trouvé ça quand tu es allé au marché aux puces. Je l'ai payé 18 $. Il est en mauvais état, il sent le sous-sol humide, mais il est complet, il est de cuir. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est une belle caméra. C'est une caméra qui est avec des engrenages, qui fait très, justement, steampunk. Je me suis trouvé aussi un Weston, donc un pose-mètre à main des mêmes années. Et alors, je vais exposer au Weston en réfléchi, pas en incident. Je vais utiliser une pellicule d'à peu près 80 ISO, une espèce de plus Toi X. ou moi? Toi ou moi, là. C'est ça qu'il faudrait faire pour que la capsule soit significative. Et si on a du monde à photographier à l'intérieur, un photoflood là, dans un réflecteur. Oui, puis aussi, j'ai vu que c'est une caméra avec laquelle il était assez facile, même en faisant pas par exprès, de faire des doubles expositions. Ah, oui. Fait que, moi, en tout cas, j'avais le goût de m'amuser un petit peu avec ça puis de voir les possibilités. Peut-être que tu trouves que c'est trop farfelu. Des erreurs bienvenues. C'est ça. Bon, ben, j'espère que ça va bien se passer pour toi et pour moi. On en a deux. On pourra chacun faire notre rouleau de film. Ce serait un duel, une confrontation. Oui. Puis on ne dit pas c'est celle de qui, puis on fait voter le monde. Puis, hey, c'est bon, ça. Ah, oui! Donc, bientôt, dans un cinéma près de chez vous, Argus C3. Stop.